Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de l'islamophobie et d'un état des lieux de cette question épineuse. Et pour évoquer ce sujet délicat, j'ai plaisir à vous présenter Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et vous êtes auteur de nombreux ouvrages à propos de ces questions de l'islam et de l'islamologie d'une manière générale. Merci de nous faire l'amitié de venir. Et pour poursuivre sur ce sujet, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce micro-trottoir à propos de l'islamophobie, de sa définition. Regardez. L'islamophobie, c'est ne pas accepter la différence de religion. Moi, je suis américain, donc c'est la même chose pour nous. Mais bon, c'est ça, c'est la peur de l'inconnu un peu. La peur de l'islam ici en Occident et la confusion entre l'islam et l'intégrisme. C'est un rejet de l'islam. Je pense que c'est un peu une peur fondée ou autre de cette religion en fait, avec l'image qui est véhiculée sur les chaînes de télévision. Pour moi, c'est un fond de commerce, c'est quelque chose que ça se vend bien. On aime bien parler d'islamophobie parce que ça attise les tensions, les passions, tout le monde en parle. Voilà. Il y a quelques années de cela, on avait de l'antisémitisme, aujourd'hui on a de l'anti-islam. Je pense qu'on peut quand même avoir des relations plus simples, plus normales. Voilà. C'est une manque d'information. Hein. La peur, ça vient toujours de l'ignorance. Votre réaction, Tariq Ramadan, à ce sujet? Je pense que ce que l'on a du point de vue du public est juste. Maintenant, il faut vraiment qu'on fasse très très attention à l'instrumentalisation du mot dans tous les sens du terme en fait, parce que le mot a plusieurs sens, plusieurs possibles utilisations politiques. Et quelle est l'acception que vous donneriez vous-même au mot islamophobie et qu'est-ce que ça sous-tend comme concept? Alors, moi, je fais très attention à son usage, même s'il a été officiellement utilisé par l'Observatoire du racisme à Vienne. Par exemple, on parlait clairement d'islamophobie. Dans le monde anglophone, on l'utilise beaucoup plus aisément et sans crainte que dans le monde francophone. Cela étant, il faut, pour ma part, faire la distinction entre l'islamophobie comme un phénomène qui est clair aujourd'hui, d'un rejet de l'islam, d'une perception très négative de l'islam, d'une peur de cette réalité-là, et à partir de là, essayer de comprendre que quand on attaque les musulmans parce qu'ils sont musulmans, ou l'islam parce que c'est l'islam, sans autre circonstance ou sans autre cause que d'attaquer la personne pour ce qu'elle est. Comme par exemple quand on est contre les Noirs ou qu'on attaque les Noirs parce qu'ils sont noirs. Cela, c'est un nouveau type de racisme, un racisme anti-musulman pour lequel on peut utiliser islamophobie si et seulement si on clarifie la définition. Maintenant, vous avez une peur de l'islam qui est répandue à travers le public et qui vient du fait que quand vous regardez la télévision, quand vous écoutez ce qui est dit sur l'islam, quand vous voyez le comportement de certains musulmans, vous ne pouvez pas ne pas avoir une petite crainte, une peur. C'est entre la violence et l'isolation et le rejet. Et donc là, dans le public, je ferai très attention à ne pas confondre cette peur de l'islam avec du racisme. Ça, c'est une peur de l'islam qui est diffuse, dont les musulmans, les leaders comme les musulmans ordinaires doivent prendre la mesure. Ils doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur et que leurs peurs sont légitimes. Et qu'il faut distinguer ceci de l'utilisation politique de l'islamophobie, c'est-à-dire l'usage de la peur pour des politiques émotionnelles par les populistes en Europe, par le Tea Party aux États-Unis, et qui est aujourd'hui se propage et qui est un vrai fléau, mais pas simplement pour les musulmans, un vrai fléau pour nos démocraties. Alors Tariq Ramadan, vous qui êtes un fin observateur, comment perceviez-vous vous-même aussi ce phénomène? Alors sur les deux points, sur les deux plans, je dirais, il y a une évolution. Du point de vue du public, il est évident aujourd'hui que les populations en Occident, aux États-Unis, comme en Australie, comme en Europe, ont une perception de l'islam négative, eu égard
à des faits historiques qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire le 11 septembre, le 7 juillet, les attentats terroristes, la violence, tout ça, ça existe. Le 7 juillet 2005 à Londres. Voilà, exactement, oui. Et donc, on a des faits qui... Et puis, l'idée que l'islam pose problème. Dans mon pays, la Suisse, on a un parti populiste qui a dit, attention, les minarets, c'est l'arme des musulmans qui sont en train de coloniser nos pays. Donc là, on a quelque chose qui se répand et qui est une peur. Il faut en tenir compte, elle est grave, elle est profonde, il faut vraiment prendre cela très très au sérieux. D'un autre côté, ce qui augmente, c'est l'usage politique de ceci. C'est vrai en France, c'est vrai au Danemark, c'est vrai en Hollande, c'est vrai en Suisse, c'est vrai dans toute l'Europe, c'est vrai aujourd'hui aux États-Unis et au Canada. Des partis politiques ont compris que avec l'usage de l'islam comme épouvantail, comme élément à faire peur, pouvait leur faire gagner des voix. Alors on va de la prière dans la rue, au minaret, à la visibilité des musulmans, et ça c'est très important. La visibilité des musulmans, historiquement, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que les musulmans se sont installés, qu'ils sont chez eux maintenant en Europe et qu'ils vivent. Et certains retournent ceci en disant, attention, leur visibilité, c'est-à-dire par la couleur, c'est par la tenue vestimentaire, c'est par les mosquées, eh bien c'est la preuve qu'ils ne s'intègrent pas. On est en train de retourner les choses, et là aussi, c'est un phénomène qui augmente, et donc nous devons être très très attentifs à cela. Alors, Tariq Ramadan, avant d'arriver effectivement à ces analyses et aux origines, je vous convie à suivre les analyses du journaliste Thomas Deltombe qui a fait une enquête somme à propos de cette question. Regardez. Je m'étais rendu compte en tant que spectateur, en tant que téléspectateur, qu'on disait des choses sur l'islam qui étaient systématiquement accusatoires, stigmatisantes. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est essayer d'utiliser, de regarder, disons, les médias comme un observatoire de la façon dont on peut construire une opinion publique sur un sujet donné, et en l'occurrence sur la religion musulmane, sur les musulmans en général. Je mets des guillemets autour de musulmans parce qu'on n'est jamais tout à fait sûr de savoir de quoi on parle quand on parle de musulmans. Et je me suis rendu compte dans cette étude qui était assez fouillée en fait, parce que je me suis attaché à revenir depuis les années 70 sur cette image qui a été véhiculée de l'islam et des musulmans, et je me suis rendu compte qu'effectivement s'était développé dans les 3 ou 4 dernières décennies ce qu'on peut qualifier d'islamophobie, c'est-à-dire une peur haineuse d'une partie de la population française, et cette peur haineuse étant véhiculée à travers l'objet islam ou à travers ce qu'on croit être l'islam, que ce soit à travers notamment les signes visibles de l'islam, que ce soit le foulard, dont on parle trop, mais aussi les mosquées, les prières de rue, le halal, et toutes ces questions-là. Moi, ce qui m'a frappé en revenant dans les années 70, en essayant de comprendre comment était née l'image actuelle de l'islam, c'est de constater qu'en réalité, on voit beaucoup de journalistes parler de l'islam, on voit beaucoup d'hommes politiques parler de l'islam, mais on voit très peu de musulmans. Et donc c'est quand même assez ennuyeux de parler de l'islam, mais de donner si peu la parole aux musulmans et aux musulmanes. Je m'étais rendu compte de ça, notamment quand j'avais travaillé sur la première affaire des foulards, ce qu'on appelait à l'époque les tchadors, et j'avais calculé le temps de parole qui avait été donné aux premières concernées, en l'occurrence les élèves voilés. Et c'était des quelques secondes. Sur des mois de polémique, c'était quelques secondes. Ce qui prouve bien qu'on ne s'intéressait en fait pas du tout à la façon dont ces victimes finalement de la polémique pouvaient, elles, regarder cette polémique. On parlait sans eux. Voilà, c'était là un sujet signé Boualem Gueritli. Thomas Deltombe disait dans ce sujet qu'il y a une peur haineuse de l'islam. Thomas Deltombe dit des choses très très intéressantes et très très importantes. D'abord, il dit une première chose qu'il faut relever, il dit ça n'est pas aussi récent qu'on le pense. Il dit ça dure sur 3 décennies, et il a raison, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec l'installation des musulmanes et des musulmans en Europe, leur nouvelle visibilité, la question de l'immigration va faire provoquer un mélange, l'idée qu'on n'est plus chez soi, que toutes ces personnes ne sont pas véritablement européennes, pas véritablement françaises, pas véritablement américaines, que l'islam, c'est l'altérité. L'islamophobie, c'est ça, en fait. C'est la construction de l'autre. C'est la construction de l'autre, alors, dont on ne connaît souvent rien, et donc ça provoque des peurs, dont on a l'impression qu'il est un danger, qu'il devient une menace, et donc on va construire un discours sur la menace, c'est-à-dire de la protection, parce qu'on ne sait pas forcément qui l'on est. Eh bien, celui qui vient à nous, il dérange en plus qui l'on croit être, et donc ça provoque une autre peur. Et ajouter à cela, ce qu'il dit également, c'est tout le discours politique qui va être aussi le fait que quand vous avez un concitoyen
qui a un problème avec sa société, on lui donne sa parole, on ne parle pas à sa place, on lui donne le droit au chapitre. Et finalement, c'est vrai, on a souvent vu des gens parler à propos des musulmans, s'exprimer pour l'islam, mais ce n'était pas forcément des musulmans. Et donc la parole musulmane, de ce point de vue-là, a été un tout petit peu spoliée dans la réalité du débat. Et pour que je sois l'un d'entre nous, pour que je sois chez moi là où je suis, la première qualification, c'est celle de prendre la parole avec liberté dans une démocratie. C'est ça qui devrait être important. Ajouter à cela un autre élément qui est dans son ouvrage et dans ce qu'il disait ici, c'est la couverture médiatique. C'est-à-dire que là aussi, on est dans un cercle vicieux. On ne peut pas reprocher aux médias de donner au public ce que le public aime. Mais finalement, ce que le public aime, dans un cercle vicieux, finit par conforter cette image du négatif, de la menace, et puis de construire un discours de rejet sur la seule base de la sécurité. Mais quand la sécurité de notre société se fait aux dépens du caractère de notre concitoyenneté, de nos droits et de notre respect de l'autre, de l'islam qui est devenu une religion européenne, qui est une religion française, et quand on n'est pas dans cette dynamique-là, eh bien effectivement, on construit quelque chose qui va être un nouveau type de racisme. Et ça, il faut vraiment lutter contre cela. Mais comment faut-il faire pour que les musulmans s'approprient la prise de parole publique sur leur propre tradition religieuse? On ne peut pas reprocher à nos concitoyens d'avoir peur. Il doit bien y avoir des raisons objectives à la peur. Et la première des choses, c'est l'autocritique. L'autocritique, c'est si autour de moi, mes concitoyens ont peur de ce que je suis, ce que je n'ai pas la bonne méthode pour dire à mon voisin qui je suis. Quelles sont mes valeurs? Et donc, au lieu de réagir en s'isolant, la perpétuation, l'approfondissement ou l'élargissement de l'islamophobie devrait avoir pour conséquence pour les citoyens français de confession musulmane de sortir de leur isolement, de s'exprimer davantage, d'aller à la rencontre de leurs voisins, d'être beaucoup plus présents, d'être de nouveaux médiateurs au sens de médias, c'est-à-dire d'apporter une nouvelle image. Ça, c'est une caractéristique qui est très importante, c'est l'autocritique. La deuxième des choses, à mon sens, qui est importante, c'est ne pas confondre les questions légitimes de nos concitoyens quant à ce que nous sommes et l'instrumentalisation politique par les populistes de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire croire à leurs concitoyens. Parce qu'au bout du compte, le temps politique est toujours un temps électoral. Donc, on peut faire peur sur 6 mois pour gagner les prochaines élections, mais on ne se rend pas compte de l'impact psychologique sur le long terme. Et aujourd'hui, effectivement, des statistiques montrent qu'en Europe, en France même, jusqu'à 75% des Français associent l'islam à une menace et à la violence. C'est dramatique ça, parce que ça ne permettra pas le vivre ensemble. Donc il faut aujourd'hui que les concitoyens ou que les citoyens sortent de leur ghetto et surtout une chose, combattent tous les racismes ensemble, mais pas de façon isolée. Ça n'est pas une question islamique. Comme la question noire n'est pas une question noire. Comme la question juive n'est pas une question juive. C'est une question citoyenne et c'est une question de droits humains. Il faut qu'ensemble, nous ouvrions un vrai front de résistance à toutes les tentations populistes et à toutes les instrumentalisations des racismes. Des musulmans de France, tout particulièrement, se sont organisés. Il y a un observatoire de lutte contre l'islamophobie et je vous convie à suivre ces actes recensés par le dit observatoire. Regardez. Pour essayer de déterminer les actes islamophobes, nous avons 2 sources d'information. Nous avons d'abord les responsables des mosquées et les présidents des CRCM, les conseils régionaux, qui nous envoient l'information qui monte de la région au sommet, et également le ministère de l'Intérieur. Et nous nous réunissons une fois par trimestre pour faire le point des actes islamophobes qui se sont tenus dans les différentes régions de France avec des chiffres précis. On constate quand même entre 2010 et 2011, il y a une augmentation de 34% des actes islamophobes en France. Les actes les plus fréquents, c'est d'une part les tentatives d'incendie des lieux de culte ou incendie des lieux de culte. Et puis la mode est devenue par rapport aux cimetières, profanation des tombes, et particulièrement personnellement ce qui me choque dans cette affaire, c'est que la profanation des tombes de militaires morts pour la France. Ils sont venus à une période difficile pour combattre afin que le drapeau tricolore continue à flotter. Ils sont venus combattre contre le nazisme et le fascisme. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale de constituer une commission
une mission parlementaire pour analyser ce phénomène-là. Pourquoi? Parce qu'une mission parlementaire, on peut appeler des juges, des magistrats, on peut appeler des philosophes, on peut appeler des personnes capables d'analyser et essayer de trouver pourquoi ce phénomène-là. Ça a toujours été refusé. Quand il s'agissait de faire une mission parlementaire pour la burqa, alors là, ils étaient tous parties prenantes, de droite comme de gauche. Mais quand il s'agit de faire une mission pour essayer de détecter les phénomènes, il n'y a plus personne pour écouter, il n'y a plus personne pour marcher. La première chose d'abord, c'est qu'il y ait une justice efficace, qu'elle ne pardonne pas des actes pareils, qu'elle ne pardonne pas. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on aille brûler une synagogue ou une église. Je ne serai jamais d'accord qu'on aille brûler une mosquée. Tous les musulmans honnêtes, sincères, n'accepteront jamais qu'on brûle une église ou une synagogue. Alors nous demandons le respect de notre religion. Tariq Ramadan, Abdellah Zekri, qui préside l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie, a parlé d'une augmentation en un an de 34%, statistiquement parlant, rien que pour les actes pour lesquels il y avait dépôt de plainte. Quel est votre sentiment par rapport à cette recrudescence? Écoutez, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'on est vraiment devant un phénomène qui s'amplifie, qui s'intensifie et qui se décline sous différents modes. Parce que ce que fait son organisation, comme un certain nombre d'organisations en France, comme d'ailleurs partout en Europe maintenant, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut institutionnaliser notre résistance en disant, attendez, nous sommes des citoyens, nous sommes français, nous sommes britanniques, nous sommes danois, nous sommes européens, nous sommes américains, on ne vous laissera pas faire. Il y a le droit et vous respectez les lieux de culte et vous respectez les espaces sacrés et vous respectez les pratiques. Donc il faut de ce point de vue-là se placer dans l'ordre du droit et faire ce qui est fait. Ça c'est une première attitude de résistance par rapport, et il l'a très très bien dit, à un certain silence de la classe politique parce que il fait bon parler de l'islam comme problème, il fait pas bon de se mettre du côté des musulmans pour trouver des solutions de droit. C'est-à-dire on parle tout le temps de l'état de droit, mais ça vous fait pas gagner des élections en gros. Soutenir une association contre l'islamophobie, vous n'allez pas gagner les prochaines élections, ni législatives, ni présidentielles. Donc en l'occurrence, ça fait pas vendre. Donc là, il faut se placer du point de vue du droit, et je pense que cette première démarche est importante. Là maintenant, après... Non, et à votre connaissance, dans les autres pays européens, il y a des structures similaires à cet observatoire? Bien sûr, il y a des structures très très importantes. On a un grand mouvement qui s'appelle CARE aux États-Unis qui recense exactement de la même façon tous les actes et qui va plus loin parce qu'il y a une deuxième étape. Il y a cette étape qui est l'attaque contre des cimetières, l'attaque contre des lieux de culte, puis ensuite il y a des choses qui sont un tout petit peu plus subtiles, c'est-à-dire ce dont on parle véritablement quand on parle de discrimination, quand on parle de racisme, c'est la discrimination à l'habitat, c'est la discrimination à l'emploi, c'est la discrimination vis-à-vis des femmes comme vis-à-vis des hommes, parce qu'on a beau dire qu'il faut aujourd'hui respecter le droit des femmes, il se trouve quand même que quand vous êtes une femme, que vous êtes d'origine nord-africaine ou que vous êtes d'origine asiatique et qu'en plus vous êtes musulmane, ben vous vous trouvez en face de mur. Quand vous êtes un homme, la discrimination à l'emploi, ça n'est pas... vous pouvez parler français sans accent, mais si votre nom a un accent qui ne se décline pas dans votre voix, eh bien finalement vous n'avez ni l'appartement ni l'emploi. Il faut de ce point de vue-là vraiment aller plus loin. Et l'autre étape, elle est un vrai travail sur les discriminations structurelles, sur des choses qui sont absolument pas acceptables aujourd'hui dans une démocratie et qui se déclinent aujourd'hui. Ça n'est pas, il faut le dire, il faut le répéter, il faut que les gens nous l'entendent. C'est-à-dire que c'est pas facile de s'appeler Ahmad ou Abdallah quand on cherche un emploi. Ça n'est pas la même chose quand on est Fatima ou quand on est Zainab. Aujourd'hui, on a un vrai problème et on a ce discours populiste qui continue à faire de l'islam cette idée que finalement, quand vous êtes français et musulman, vous n'êtes pas complètement français. Et donc on serait légitimé à vous traiter d'une façon qui n'est pas égalitaire. Tariq Ramadan, la tradition religieuse islamique apparaît comme un repoussoir. Et comment faire pour lutter contre ce fléau et ses déclinaisons et ses conséquences sur la vie de tous les jours? Moi, je ne cesse de dire à tous ceux que je rencontre, à tous les musulmans que je rencontre et aux citoyens en disant cessez d'être les objets de la perception d'autrui et devenez les sujets de votre propre histoire. Les sujets de sa propre histoire, c'est de s'engager socialement, à être présent, à montrer que finalement, quand on est une femme ou un homme de confession musulmane et qu'on est français, européen, eh ben, on est une
contribution. Moi, je suis pour qu'on dépasse complètement ce discours sur l'intégration qui continue à faire de l'islam une altérité, de dire on est pour la contribution. Aujourd'hui, c'est cette contribution. Donc il faut être partout et il faut être présent. Par exemple, il faut être présent dans les médias, il faut être présent dans les institutions scolaires. Il ne faut pas se penser en parallèle, il faut être présent et riche au cœur de la cité, pas en parallèle de la cité, pas ailleurs. Ça, c'est une première démarche. Et l'autre démarche, c'est celle des institutions ou des organisations et des associations, c'est de dire, eh bien, vous savez, au bout du compte, l'égalité, c'est une lutte. L'égalité, on ne vous la donne pas sur un plateau. L'égalité, ça veut dire se battre pour qu'on soit respecté sur le marché de l'emploi, qu'on soit respecté. Donc, lutter sans violence pour le respect, se présenter avec respect pour la contribution. À ce stade, nous arrivons encore à Thomas Deltombe, cet analyste et ce journaliste qui, en composant son ouvrage « L'islam imaginaire », nous retrace les fondements de cet islam imaginaire. Et c'est un entretien réalisé toujours par Boualem Guellit. Regardez. Il y a, comme on peut appeler, une sorte de répertoire culturel, en Occident en général, en France en particulier, qui est lié à l'histoire très ancienne des croisades, l'histoire de la colonisation, l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de l'immigration, et que tout ce passif culturel, finalement, est dans notre cerveau, est dans notre imaginaire. Et que donc c'est un travail vraiment très profond qu'il faut faire pour que des islamophobes militants ne puissent plus exploiter ce capital de haine. Ce qui est très problématique, je trouve, c'est que dans la société française, il n'y a pas cette conscience, notamment chez les non-musulmans, enfin en tout cas c'est très rare, des non-musulmans qui ont conscience de ce problème, qui ont conscience que le racisme des années 70 a muté et que l'islam est devenu le canal de transmission et de propagation du racisme, qu'on peut appeler un néo-racisme, ou même dans les discours islamophobes, il y a un discours de classe aussi. C'est-à-dire, et d'ailleurs vous le voyez bien dans la façon dont on parle de la communauté musulmane. Si vous regardez bien à la télévision ou dans les magazines comment on parle de la communauté musulmane, vous vous apercevez qu'elle est toujours divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle les musulmans modérés et de l'autre côté ce qu'on appelle les islamistes. Or, si vous regardez bien, les musulmans modérés, c'est toujours des gens qui font finalement partie de la bourgeoisie. Toujours des gens qui sont relativement riches, très bien, souvent bien financés, qui ont des positions dominantes dans la société française, et c'est eux qu'on va appeler modérés. Par contre, les gens des classes populaires, ils vont jamais être considérés comme modérés. Ils vont toujours être soit considérés comme néfastes, soit être considérés comme des victimes faciles de l'islamisme. Or, c'est absolument faux. C'est un découpage complètement artificiel de la soi-disant communauté musulmane. Tariq Ramadan, votre réaction à ces deux idées forces, d'abord sur l'épithète modéré qu'on accole à certains musulmans, et aussi que le racisme serait plutôt de type économique. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que dit Thomas Deltombe ici. Il y a d'abord cette idée que, d'une part, la couverture médiatique, ce que l'on présente, cette façon finalement de présenter encore les musulmans, français de confession musulmane, selon deux catégories. Soit vous êtes modéré, soit vous êtes un radical ou vous êtes un fondamentaliste. Mais ça, c'est l'ancienne typologie coloniale. C'est-à-dire quand on arrivait dans un pays, il y avait les bons, puis il y avait les pas bons. Et les bons, c'est ceux qui nous résistaient pas, et puis les pas bons, ils nous résistaient. Cette attitude de la binarité de l'autre est une attitude d'abord paternaliste, coloniale, et surtout, elle n'est pas acceptable. L'islam est aussi complexe que l'est le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme. Il y a une diversité de tendances, et donc déjà, il faut de ce point de vue-là se rendre compte d'une chose. Et là, je pense qu'il soulève un point très très important, c'est le passif culturel. Ce que Jung appelait l'inconscient collectif fonctionne vraiment. C'est-à-dire, on a aujourd'hui un amassé des perceptions historiques qui font de l'islam cet autre, qui font de l'islam cette menace, et c'est là, c'est très très présent. Et donc on peut jouer de cela. C'est pour ça que beaucoup, très très souvent, le discours sur l'islam aujourd'hui devient très vite passionné, en particulier en France. Tout de suite, c'est passionné, mais pas seulement le discours sur l'islam, c'est aussi sur la religion en fait. Le discours religieux en France est passionné pour des questions historiques, beaucoup plus qu'il ne le serait par exemple aux États-Unis. Donc il faut tenir compte de cet élément historique. L'autre chose qu'il dit et qu'il met en évidence, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas tenir compte du fait que ce nouveau racisme aussi se conjugue à travers des catégories sociales. Et que très très souvent on a islamisé des questions strictement sociales. La question du chômage, la question de la fragilité sociale, de la marginalisation, de la violence sociale, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais c'est très facile d'islamiser le problème et puis d'instrumentaliser ceci en disant mais l'insécurité dans les banlieues c'est simple.
c'est ces étrangers, ce sont ces musulmans qui nous colonisent. Tariq Ramadan, pour sortir aussi d'une logique de jérémiade, de victimisation, quels sont les manquements que les citoyens musulmans ont dû afficher à un moment ou à un autre? Je pense, comme vous, qu'il faut que nous sortions de l'attitude victimaire, sans que cela veuille dire que nous reconnaissions qu'il y a des victimes historiques, c'est-à-dire ceux qui sont venus d'Afrique du Nord pour travailler en France, ils ont quitté leur pays pour des questions difficiles, pour des situations sociales difficiles et économiques difficiles, et ils sont venus ici. Il faut reconnaître cette histoire-là, ils sont aussi des victimes de cette histoire-là, ils ont été aussi victimes. Maintenant, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, on ne peut pas, sur le ton du reproche historique permanent, dire « Ah ben, notre histoire explique nos défaillances actuelles ». À partir d'un certain moment, il faut se lever, il faut devenir effectivement des hommes et des femmes de conscience, et il faut faire le travail dont nous parlions tout à l'heure. Ça, c'est un point qui est important. Maintenant, il faut aussi mettre en évidence, comme citoyens européens, que l'un des plus grands dangers qui nous guettent, c'est pas simplement l'islamophobie comme nouveau phénomène, c'est le phénomène d'un nouveau populisme, dont l'islamophobie n'est qu'un seul terme de conjugaison. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui gagnent des élections en faisant peur, qui sont contre la liberté, qui ont des politiques liberticides, qui sont dans le recroquevillement identitaire, cette espèce de vision de soi à l'exclusion de tous les autres. Et puis, vous savez, juste une chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est que on a vu aujourd'hui des hommes et des femmes au nord de l'Afrique, au Moyen-Orient, qui se sont levés et qui disent exactement la même chose que nous disions tous ici. Tariq Ramadan, vous avez composé un ouvrage là-dessus, l'islam et le réveil arabe. Est-ce que les soubresauts, le réveil, les convulsions, parfois paroxystiques, de l'autre côté de la Méditerranée, constituent un atout pour une meilleure compréhension du fait islamique et pour un apaisement, ou c'est une crise qui est ouverte? Ben écoutez, on ne sait pas ce qui va se passer encore au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. On est en train de voir des évolutions en Tunisie, on est en train de voir aussi des évolutions au Moyen-Orient. Par contre, ce que l'on a vu et que je mettais en évidence tout à l'heure, on a vu des peuples, des femmes et des hommes, et beaucoup de femmes d'ailleurs, qui se sont levés en disant nous ne voulons plus de dictateurs, nous ne voulons plus de corruption, nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie et la démocratisation de nos sociétés. Il faudra bien aussi qu'en Europe, tous ceux qui luttent contre l'islamophobie écoutent la voix des peuples du Sud et que nous soyons cohérents. Si nous voulons la démocratie pour nous-mêmes, il faut la démocratie aussi là-bas, mais il faut écouter ces peuples qui finalement nous disent « Mais non, nous ne sommes pas l'autre que vous rejetez, nous avons les mêmes aspirations. » Et que la seule chose qui peut aujourd'hui parfois nous mettre en opposition, c'est certains qui voudraient garder leurs privilèges et d'autres qui aimeraient pouvoir trouver leur dignité. Entre ceux qui cherchent leur dignité et ceux qui parfois veulent garder leurs privilèges, il y a possibilité de trouver des valeurs communes. Et ces valeurs sont celles de la dignité, celles de la liberté et celles de la justice. Essayons de garder ceci, mais cela veut dire qu'au-delà simplement du discours humanisme, vous savez, moi je suis assez opposé à l'idée de l'humanisme assis sur une chaise. L'humanisme, il est toujours militant. Il y a trop de forces qui oublient l'humanisme pour que les humanistes restent assis. Ils doivent être sur le terrain et se faire Tariq entendre. Ramadan, nous aurions souhaité poursuivre davantage cet entretien avec vous. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir. Je rappelle votre ouvrage, votre dernier livre, L'islam et le réveil arabe, aux presses du Châtelet. Le livre de Patrick Veil, Liberté, égalité, discrimination, au pluriel. L'identité nationale au regard de l'histoire, chez Grasset. Cet ouvrage de Shamsuddin Hafiz, De quoi Zemmour est devenu le nom, aux éditions du Moment. Et l'ouvrage de Thomas Deltombe, que nous avons vu lors de l'émission, L'islam imaginaire. Chers amis téléspectateurs, merci. Merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. D'ores et déjà, bon dimanche à vous, excellente semaine, à très bientôt. Allahumma salli wa sallim wa barik.